Eh bien, bonjour à tous. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde aujourd'hui sur laquelle on va parler de la justice spécialisée contre le crime organisé et en particulier face bien, aux évolutions récentes sur le domaine de la cybercriminalité et la manière dont finalement la cybercriminalité aussi met à l'épreuve le système judiciaire et comment chacun doit évoluer dans ce domaine. Alors aujourd'hui, la conférence sera majoritairement en français avec également des passages en anglais. Donc il y a des casques de traduction, si vous le souhaitez, qui sont à disposition. Parce qu'on a la chance d'avoir des intervenants qui nous viennent de très nombreux horizons, de la France, de l'Europe, de la Pologne. Je vais justement les laisser se présenter juste après. Pour introduire le sujet rapidement, je pense que vous l'observez tous aujourd'hui, quand on regarde l'actualité, quand on voit ce qui se passe dans les entreprises de toute taille, dans les organisations publiques. On est face à des cyberattaquants qui sont très variés, mais une grande partie de ces cyberattaquants sont des cybercriminels qui vont chercher à attaquer finalement les entreprises, très souvent pour gagner de l'argent, mais aussi pour les déstabiliser, aussi pour faire passer des messages idéologiques. Donc on a une grande variété finalement d'acteurs menaçants. Et ce qui est impressionnant à remarquer depuis ces dernières années, c'est finalement l'industrialisation de cet écosystème, la manière dont ils sont aussi capables de faire leur transformation numérique. On a vu il y a quelques années arriver les plateformes de rançongiciel dont je pense que vous avez tous vu l'existence. Ce qu'on voit maintenant, c'est des systèmes d'IA entraînés par des cybercriminels ou déverrouillés par des cybercriminels. Et donc on voit vraiment que tout cet écosystème cybercriminel arrive à se transformer, à utiliser les nouvelles technologies, à utiliser des nouvelles méthodes d'attaque. Et en fait, la question qui se pose, c'est aussi comment la justice, comment la police réagit par rapport à ça et comment est-ce qu'il y a des évolutions aujourd'hui importantes dans ce domaine. Et c'est donc le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. Voilà, et donc pour commencer, je vais passer la parole aux différents intervenants pour qu'ils puissent se présenter et qu'ils présentent aussi leur organisation, parce que vous allez voir, on a des organisations très variées et qui justement ont des rôles différents dans la chaîne judiciaire. Myriam, peut-être pour commencer ? Oui. Bien, bonjour à tous. Alors effectivement, la justice est de plus en plus saisie d'affaires cyber. Et pour ma part, j'ai été donc avocat général à la Cour d'appel de Paris, où un certain nombre de ces affaires, à dimension internationale souvent, sont contestées, notamment sur... il y a des requêtes en nullité concernant ces affaires et donc elles arrivent à la chambre de l'instruction et après ces affaires, on en parlera, elles sont jugées par une section, elles sont prises en charge par section G3 du parquet de Paris et quand elles sont contestées, elles arrivent dans une chambre spécialisée à la cour d'appel. Merci Myriam. Stephen, maybe for your angle, especially with Stephen, je m'entends vers vous maintenant, du point de vue de les forces de l'ordre polonaises. Bonjour. Good afternoon, everyone. Apologies that I'm speaking. Bon après-midi tout le monde, je m'excuse de m'exprimer en anglais, mais je m'appelle Stephen Olmsted, je me rappelle notre organisation, c'est la plateforme polonaise pour la sécurité intérieure. Nous sommes une ONG établie plus de 20 ans en Pologne, entre la police polonaise et des universitaires, le monde académique. C'est une plateforme pour la sécurité civile, mais dans le climat actuel des menaces, nous nous concentrons de plus en plus sur les questions de défense, surtout avec des technologies à double usage. Donc, nous travaillons main dans la main avec les forces de l'ordre et les forces de sécurité en Pologne, mais nous sommes pas uniquement actifs en Pologne. Nous travaillons sur des projets au niveau européen dans le domaine de la sécurité, y compris le Cyclops, c'est le réseau pour les praticiens de cybersécurité. Et je suis aujourd'hui pour représenter Cyclops. C'est un projet qu'on a coordonné depuis 5 ans. Et par coïncidence, en fait, c'est bouclé ce mois-ci, à la fin du mois. C'est un moment de grande émotion pour nous parce que nous avons beaucoup travaillé dans tout ce domaine avec beaucoup de partenaires sur la diversité des questions de cybersécurité pour identifier les vulnérabilités, les lacunes, les besoins des praticiens dans le terrain et faciliter les échanges de bonnes pratiques et de connaissances entre les praticiens pour avoir des quick wins, évidemment, mais aussi pour aider la Commission européenne à prioriser ses recherches et ses actions futures. Et de façon indirecte, nous allons contribuer aux activités comme le panorama de la menace cybercriminalité et des documents publiés par Europe. Donc, merci beaucoup pour l'invitation.
Sophie, à votre Merci, tour, Steven. avec le rôle particulier que vous avez Eurojust, et je pense que la salle sera intéressée aussi de comprendre justement ce que fait Eurojust. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, mon nom est effectivement Sophie Gschwind. Je suis magistrat détaché dans une organisation internationale qui s'appelle Eurojust, dont j'imagine vous n'avez jamais entendu parler, et c'est normal. Peut-être assez simplement, Eurojust, c'est le pendant judiciaire d'Europol, puisque je suis sûre que pour le coup, Europol, vous avez dû en entendre parler. Eurojust, c'est une agence qui facilite et qui a pour rôle de faciliter la coopération en matière pénale entre pays de l'Union européenne, mais pas seulement, hors Union européenne également. C'est une agence qui a été créée, je trouve que c'est assez parlant, en 2002 et qui a fait suite à la réflexion européenne eu égard aux attentats du World Trade Center en 2001 aux États-Unis, avec cette idée de se dire qu'il fallait que l'Union européenne se dote d'agences qui permettent de coordonner les enquêtes au-delà des frontières, puisqu'on est tous des pays avec des souverainetés régaliennes, mais qu'à un moment, il faut pouvoir se rencontrer dans les enquêtes transfrontalières. Et donc, c'est là tout l'objet de l'agence. Elle est composée de représentants judiciaires, donc procureurs et juges des 27 pays membres de l'Union européenne, plus 13 procureurs de liaison. Notamment, nous avons une représentation, et ce qui en cybercriminalité est assez intéressant, américaine, qui est dans nos locaux. Et les missions sont assez simples de l'agence. C'est une agence qui va permettre de coordonner les enquêtes transnationales. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les autorités judiciaires à travers l'Europe vont se tourner vers l'agence lorsqu'elles auront des enquêtes qui dépassent leurs frontières. Et en matière cyber, on le verra, c'est quasiment fréquent. Notre mission à nous, c'est de pouvoir mettre en commun et en contact les autorités, faciliter la coopération, discuter stratégie et appuyer les investigations sur le long terme lorsqu'elles sont complexes. Voilà pour la présentation d'Eurojust. Et au sein de cette agence, donc je suis magistrat au bureau français et en plus, et c'est à ce titre que je suis là aujourd'hui, je préside le groupe de travail sur la cybercriminalité qui est une instance, cette fois-ci non pas opérationnelle, mais plutôt stratégique. Merci Sophie. Pour compléter la table ronde, Aurélien ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Aurélien Brouillet, je suis substitut au parquet de Paris à la section J3. Donc voilà une phrase bien compliquée à comprendre pour quelqu'un qui ne connaît rien à la justice. Pour le faire très simple, le substitut du procureur, le procureur, c'est celui qui va poursuivre les infractions. Donc notre travail, c'est, déjà il y a une infraction qu'on constate, d'aller chercher les auteurs et de les poursuivre en justice, de faire en sorte qu'ils soient condamnés à une peine. La spécificité qu'on a en France s'agissant du sujet qui vous amène ici, à savoir la lutte contre la cybercriminalité, c'est une centralisation au sein du parquet de Paris de toutes les investigations d'ampleur en lien avec la cybercriminalité, donc tout ce qui est cybercriminalité organisée, notamment tout ce qui est ransomware, est centralisé à Paris, et la plupart des attaques informatiques d'ampleur sont aussi centralisé au sein d'une section qui s'appelle J3 et dans laquelle je travaille. Merci, merci pour ces introductions et ce premier tour de table. Pour la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter sur votre téléphone. On aura une séance de questions-réponses à la fin, évidemment. Voilà, la table ronde aujourd'hui va être autour de plusieurs grands domaines. On a préparé ça ensemble. On a prévu de vous parler d'international et d'internationalisation du cybercrime, des méthodes d'investigation nouvelles nécessaires, des crypto-monnaies qui malheureusement sont un des carburants vraiment de la cybercriminalité, puis aussi de l'évolution des talents. Alors on espère qu'on aura le temps de parler de tout ça, mais en tout cas on va entamer les débats. Justement, première grande question, c'est justement l'internationalisation. Alors, on voit que le cybercrime n'a pas de frontières, et justement, comment aujourd'hui la sphère de la police, de la justice est capable de s'adapter à cette internationalisation? Qu'est-ce qui marche concrètement? Quelles contraintes opérationnelles vous avez aussi? Comment est-ce que ça fonctionne? Je vais commencer à passer la parole peut-être à Aurélien pour traiter le côté national avant de passer à l'échelle internationale. Mais merci. Ça va dans le sens de ce par quoi j'ai commencé, à savoir qu'il y avait une centralisation de la cybercriminalité en France. C'est très certainement lié à l'histoire de notre pays, au fait qu'on aime beaucoup centraliser à Paris un certain nombre de choses, mais pas que, ça a un vrai intérêt. Pourquoi ça a un intérêt? Parce que vous imaginez aisément que ça n'a aucun sens d'aller travailler sur une attaque informatique qui est faite par, je sais pas moi, Logbit sur une société qui est à Dijon,
procédure ouverte à Dijon parce que plainte qui est déposée par la société qui fait de la moutarde et qui a donc fort retentissement, une plainte et une procédure est diligentée à cet endroit-là. Et dans le même temps, à Lille, c'est une brasserie qui est attaquée. Par le même logiciel, il va y avoir une procédure. Vous imaginez bien qu'on ne peut pas se dire qu'on va faire 2 procédures distinctes alors qu'on a le même groupe criminel. Donc en fait, la réaction face à cela, elle est simple, c'est de dire on centralise au niveau français pour pouvoir avoir une vue d'ensemble des acteurs, pour pouvoir travailler avec des services spécialisés, avoir une analyse un peu plus fine de la menace et pouvoir coordonner tout ça. Donc ça, c'est le sens de la centralisation qui fonctionne, qui donne des résultats. La section à laquelle j'appartiens, il a commencé, ils étaient 2 et maintenant on est 6 et ça démontre une réelle efficacité à cette centralisation. Après, l'autre avantage de cette centralisation, et ça me permettra de basculer sur mes collègues, c'est que je dis toujours qu'on n'a aucun dossier national et c'est une certitude, c'est-à-dire quand même un Français qui attaque une société française va utiliser un serveur allemand. Donc en fait, les investigations ne peuvent pas être cloisonnées, ne doivent pas être cloisonnées et on a un soutien d'un certain nombre d'institutions dont Eurojust qui est représenté aujourd'hui et pas par n'importe qui, mais par quelqu'un avec une expertise particulière en la matière. Et c'est vrai que c'est quelque chose vraiment qu'il faut intégrer et qui n'est pas nécessairement facile à intégrer dans la culture judiciaire française. La culture judiciaire est quand même plutôt nationale, ce qui est normal. Et il faut, en termes d'enquête, basculer sur l'international et la coopération avec nos partenaires. Merci Aurélien. So, Stephen, we're talking about the... Stephen, je me retourne vers vous maintenant. Vous avez déjà parlé du fait que le cybercrime est international. On a parlé déjà un peu du contexte français. Quelques mots, si vous pouvez, sur le contexte en Pologne et vos interactions avec d'autres pays. Quite a cliched statement now, but oui, c'est un peu cliché de le dire, mais le cybercrime n'a pas de frontières. C'est tout à fait important de travailler de façon collaborative, de ne pas laisser de vulnérabilités. On n'est jamais plus fort que le maillon le plus faible dans la chaîne. Donc en Europe, nous ne pouvons pas laisser des lacunes, des vulnérabilités dans nos juridictions qui peuvent être exploitées par les criminels. Mais il faut aussi, comme vous l'avez dit, de travailler ensemble, de façon collaborative, vers un objectif commun. L'un des grands défis de la cybercriminalité, c'est que l'horizontalité du cybercrime, c'est que les gens partout dans le monde utilisent des techniques, des tactiques pour exploiter des situations, des vulnérabilités pour des gains financiers. Le Sud, il y a des tactiques subversives, des opérations hybrides, des menaces hybrides, particulièrement quand on regarde vers l'Est de l'Europe. Donc c'est complexe par nature, la cybercriminalité est complexe par nature et pour l'affronter, il faut qu'on travaille ensemble pour mieux comprendre nos forces, nos faiblesses relatives, de combler nos lacunes. Et il y a des endroits où il y a des structures formelles qui sont tout à fait légitimes, utiles, par exemple Europol, Interpol, Eurojust et toutes ces institutions qui collaborent ensemble. Mais il y a souvent besoin aussi des collaborations par des canaux moins formels, pas forcément sur un niveau opérationnel, mais pour booster nos capacités, nos compétences, pour échanger sur les bonnes pratiques, des outils qui sont disponibles, les techniques qui sont disponibles pour augmenter nos capacités et que les équipes sont bien informées, qui comprennent les procédures, les processus qu'ils peuvent utiliser pour travailler ensemble vers un objectif partagé. Donc cette collaboration est impérative. Et le partage des informations au niveau international est d'une importance primordiale. Et même au niveau national, il faut le dire, il y a des pays très grands en Europe. Et je suis régulièrement choqué de voir que ces silos existent encore, même dans les frontières, à l'intérieur des frontières nationales. La coopération commence au niveau local et en montant en grade jusqu'au niveau international pour être sûr qu'on pousse toujours dans la bonne direction ensemble. Donc, mon réseau, on essaie de faciliter ces choses. Nous ne sommes pas là pour régler tous les problèmes. Nous sommes une petite pièce du puzzle. On contribue à l'élan de la machine totale et dans les 5 dernières années, on a contribué, je crois, on a de vraies valeurs ajoutées pour les praticiens dans le terrain et j'espère qu'on va continuer à maintenir ces liens, ce réseau après le projet. Peut-être que je peux vous donner un peu plus tard des objets plus concrets des résultats de nos coopérations et qu'est-ce qu'on peut faire dans l'avenir. Myriam, pour continuer avec toi, peut-être justement ton point de vue sur justement la complexité de ces cas frontaliers.
Oui, alors effectivement, ces procédures sont quand même extrêmement complexes. Il y a cette dimension internationale et il y a aussi le recours à des techniques spéciales d'enquête, des procédures qui ont été adaptées au numérique. Je vais prendre quelques exemples. Par exemple, la captation de données à distance, la géolocalisation. Également la saisie de données numériques qui sont de plus en plus nombreuses et ça pose des questions aussi d'exploitation de ces données pour détecter la preuve numérique. Et sur la dimension internationale, pour avoir eu en charge un certain nombre de ces procédures contestées. Ce qui est efficace, c'est le mandat d'arrêt européen. Alors c'est un outil procédural très efficace. Ça permet d'intercepter, d'interpeller des auteurs qui, par exemple, ont commis leurs méfaits en France ou dans un autre pays et sont récupérés dans d'autres pays. Donc ces procédures sont vraiment tout à fait adaptées au numérique, mais c'est une succession. Alors déjà, il y a la durée, c'est vrai qu'il y a le temps judiciaire par rapport à la rapidité du numérique et c'est vrai qu'il faut vraiment se coordonner, d'où la nécessité d'être spécialisé. On évoquera tout à l'heure notamment les cryptoactifs. Il faut être assez réactif et surtout se coordonner grâce à des structures comme Eurojust. Quelle transition, merci Myriam. Ça me permet de passer naturellement la parole à Sophie pour cet aspect de coordination. Et justement, aussi, on évoquait dans la préparation peut-être des changements dans le contexte géopolitique qui amènent à revisiter certaines manières de faire, on va dire. Oui, alors c'est vrai qu'on enfonce des portes ouvertes quand on dit que la cybercriminalité ne connaît pas de frontières, mais c'est une réalité sur les dossiers. Alors on aime bien dire que une scène de crime en France, puisqu'en fait c'est notre travail, c'est de collecter les preuves et d'essayer de trouver les responsables. Quand on pense à une scène de crime de meurtre en France, globalement la victime est en France, l'auteur probablement est en France aussi, et l'ensemble des éléments de preuve sont très probablement en France. Une scène de crime en matière de cybercriminalité, il est rare qu'à part la victime, on ait un élément qui soit en France. Donc l'adaptation en matière d'enquête a été très rapidement absolument nécessaire. Sauf que pour collecter des preuves à l'étranger, nos enquêteurs français n'ont pas compétence et nos magistrats français n'ont pas compétence pour aller enquêter à l'étranger. Donc il faut passer par des mécanismes qu'on dit de coopération assez lourds, beaucoup de formalités. Et bon, vous comprenez bien que quand on parle de rançongiciels, de groupes criminels qui ont des infrastructures qui durent parfois quelques jours d'attaque, voire quelques heures, on est dans des temporalités, comme le soulignait Myriam, qui sont très différentes. Donc il a fallu une réelle adaptation au niveau international. Alors, en plus de ça, en plus de la volatilité, donc ce qu'on appelle la volatilité des éléments de preuve, c'est-à-dire que si vous ne les collectez pas dans les heures qui suivent l'attaque, les preuves sont complètement perdues. On a une particularité en matière cyber qui est encore plus grande, qui est celle du volume de données qu'on collecte dans les enquêtes, qui est absolument exceptionnel. Alors on l'évoquera ou pas, mais on a des dossiers type Encrochat, Sky ECC, où on est à 5 ans d'exploitation de la donnée avec 20 enquêteurs à plein temps qui viennent de différents États, et la donnée est exploitée à 60%. Donc ça vous donne un ordre d'idée du travail qui est nécessaire sur ces enquêtes et de la raison pour laquelle on a besoin comme le soulignait mon collègue, d'unir nos forces. Alors comment est-ce qu'on unit nos forces ? On a rapidement pu développer des stratégies au niveau policier. L'agence Europol, qui d'ailleurs est aujourd'hui représentée, a très vite pris la mesure de la cybercriminalité et de la nécessité d'avoir une coopération rapprochée, donc a créé une task force au sein d'Europol qui permet, et ça c'est absolument essentiel, comme le disait Aurélien, de croiser les données. C'est-à-dire d'arrêter de travailler en silo, d'avoir un dossier, une plainte, un groupe de rançongiciel, parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est que les mêmes acteurs se retrouvent dans différentes attaques qui sont des attaques qui, pour nous, portent des noms, parce qu'on aime bien travailler en silo et clôturer les dossiers, mais qu'en fait, à un moment, si on n'arrive pas à travailler de manière transversale, on n'arrive pas à avancer dans les dossiers. Donc ça, c'est un travail qui a été très rapidement couvert par Europol en matière policier. En matière judiciaire, l'adaptation a été un peu plus longue et plus compliqué parce que la justice est un pouvoir régalien. Par définition, les enquêtes sont secrètes, donc on a beaucoup plus de mal à s'ouvrir
et à aller très vite sur la coopération, à faire confiance aussi aux pays étrangers. Donc on a des outils au sein de l'Union européenne qui sont basés sur la confiance mutuelle, donc qui nous permettent d'aller un peu plus vite. Et l'un des outils qui est utilisé dans les enquêtes, c'est les équipes communes d'enquête qui permet la fusion d'enquêtes entre différents États sur la base d'accords, avec évidemment tout ce que ça comporte de secret de l'enquête, etc. Et ce qui va nous permettre d'avoir une réactivité dans les enquêtes et de s'échanger en temps réel des éléments de preuve, ce qui jusque-là n'était pas possible si on ne signe pas d'équipe commune d'enquête. Alors le résultat, je dois dire qu'on voit sur plusieurs années, on capitalise sur les dossiers et sur le travail international. Je trouve que l'un des éléments qui a été vraiment clé, ça a été les comptes ILIX, qui nous a permis en fait de pouvoir comprendre, d'avoir des clés de compréhension sur divers dossiers, de pouvoir commencer à avancer et avancer de manière assez transversale pour croiser les données. Et ça nous permet d'avoir aujourd'hui une compréhension de l'écosystème cybercriminel au niveau judiciaire qui est assez intéressant, qui nous permet de comprendre que voilà, certains réseaux travaillent ce qu'on appelle le crime as a service, c'est-à-dire qu'ils vont proposer des services criminels. On a d'autres réseaux assez organisés qui fonctionnent comme des entreprises, où là, pour nous, justice, ça va être très intéressant parce que ça nous permet d'être au plus proche de la qualification pénale qu'on utilisera. Est-ce qu'on utilise de la bande organisée ou pas? Est-ce qu'il y a une structure organisée? Est-ce qu'il n'y a pas de structure organisée, etc. Donc c'est ce qu'on appelle un peu du renseignement judiciaire. Et ce renseignement judiciaire, il est extrêmement précieux. Et il a été permis, la collecte a été permise par justement ce travail international sur plusieurs années entre autorités, avec l'acceptation que chaque pays partage une partie de son dossier. Alors évidemment, quand je vous dis travail international, c'est très bien quand les pays s'entendent et fonctionnent de manière parfaite, ont même des systèmes judiciaires qui sont les mêmes, mais on est aussi, et ça il faut le dire, tributaire de la situation géopolitique. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, on peut se retrouver confronté à des pays avec lesquels on coopérait sans difficulté, et pour des raisons politiques, puisque le judiciaire est évidemment indépendant, mais très influencé en matière internationale par le politique. Et notamment, depuis l'agression en Ukraine, la coopération avec la Russie est complètement bloquée, ce qui signifie pour nous que toutes les demandes d'entraide qu'on envoyait, puisque vous le savez, la plupart des acteurs sont quand même situés sur le territoire russe, donc ce qui nous empêche à la fois de collecter des preuves sur le territoire russe, mais ce qui nous empêche également d'avoir ce que nous, on appelle l'entrave judiciaire, donc des actions qui consistent à physiquement appréhender des individus. Et ce qui nous a poussé également à modifier, faire évoluer les méthodologies de travail. Je crois que c'est une transition parfaite pour le prochain sujet. À nouveau, parfait, c'est incroyable, effectivement. Là, on a vu le côté organisationnel et le côté coopération. Et ce qu'on voulait aussi évoquer avec vous tous aujourd'hui, c'est justement, on voit les cybercriminels, ils évoluent dans leurs méthodes, ils évoluent dans les outils qu'ils utilisent, dans leurs techniques d'attaque. Et puis derrière, il y a aussi une évolution des techniques d'enquête. Et j'ai trouvé que ce passage-là était particulièrement intéressant. Donc je vais repasser la parole à Sophie pour qu'elle nous explique justement le changement d'approche, le changement d'angle qui a eu lieu ces dernières années. Alors là, je vais aussi peut-être commencer par enfoncer des portes ouvertes, mais on s'est quand même très rapidement rendu compte que les enquêtes classiques qui sont partir de la plainte de la victime, essayer de construire l'enquête autour de la plainte de la victime, ne fonctionnaient pas parce qu'en matière de cybercriminalité, une attaque cyber, alors on a souvent effectivement des IOC d'attaque, donc on va commencer à gratter dessus, mais très rapidement, on va se retrouver confronté à une infrastructure qui a bougé, des systèmes de VPN, etc., des hébergeurs qui sont non coopératifs et qui très rapidement vont nous bloquer dans l'enquête. Donc, il a fallu repenser à d'autres moyens d'aboutir à ce que nous, on appelle des entraves judiciaires, puisque l'objectif de la justice, c'est aussi de lutter efficacement contre la cybercriminalité. Et donc, cette approche plainte vers les auteurs ne fonctionnait pas, et donc on a essayé de se dire quelles autres approches pourraient être efficaces. Et c'est comme ça que se développent sur les dernières années ce que nous, on appelle des enquêtes chapeaux, sur les outils qui vont permettre aux cybercriminels de fonctionner. Donc dans la chaîne, et pour vous donner des exemples, on a par exemple les outils qui vont permettre l'accès initial, les Initial Access Tools, pour notamment les attaques en rançongiciel. Il y a eu, je pense que vous en avez entendu parler, une coopération très rapprochée entre une dizaine de pays dans le monde qui a abouti au dossier Endgame et qui, depuis 3 ans, s'attache à identifier ces outils-là et à un pouvoir les démanteler pour qu'ils deviennent inefficaces. Alors évidemment,
les cybercriminels vont se repositionner progressivement sur d'autres outils, mais en attendant, ça permet d'avoir une première entrave ou un premier niveau d'entrave. Ensuite, on a également des dossiers sur des systèmes de VPN, des proxys. Là, je vais citer également, c'est sorti dans la presse, tout ce que je cite n'est pas confidentiel. Le dossier SOX Escort, qui était un service de proxy, qui a été démantelé il y a moins d'un mois par les États-Unis, la France et les Pays-Bas, qui ont fait un travail extraordinaire de mappage d'infrastructures et de démantèlement. Et enfin, on a également des dossiers qui sont plus sur ce que nous on appelle les circuits de sortie de la criminalité organisée et de la cybercriminalité, sur les circuits de blanchiment notamment. Donc on va essayer de s'attaquer à des échangeurs, notamment des échangeurs de crypto-monnaies. L'un des dossiers emblématiques de la section J3, mais je pense qu'on en parlera tout à l'heure, c'est le dossier Bitslato, qui est un échangeur russe qui a été intégralement démantelé. Donc on va travailler sur les outils, on va travailler sur les groupes, et une fois qu'on arrive à identifier des acteurs qui sont au sein des outils ou au sein des groupes, on va ensuite venir attacher les plaintes. C'est beaucoup plus facile de travailler de cette manière-là. Donc voilà, on a une approche qui est différente. Et cette approche-là, elle a été accentuée encore plus avec ce que je vous disais tout à l'heure, le contexte géopolitique, puisque à l'heure actuelle, l'entrave judiciaire physique n'est plus possible dans certains pays du monde, et notamment en Ukraine. Donc il a fallu trouver, en Russie. L'entrave physique en Ukraine est toujours possible, mais même si difficile. Donc il a fallu trouver d'autres moyens de créer cette entrave. Et quand on dit entrave, nous, c'est un moyen de dire lutte contre la cybercriminalité au niveau judiciaire. Et donc on voit apparaître de plus en plus de dossiers sur lesquels l'accent est mis sur le démantèlement des infrastructures elles-mêmes, plutôt que la recherche des acteurs. Donc l'énergie se concentre sur l'identification de l'infrastructure, le démantèlement. Donc on peut citer des exemples récents. On a le dossier Logbit, le dossier Ragnar. Au mois de juin de l'année dernière, on a le groupe d'activistes No Name également qui a fait l'objet d'une opération internationale coordonnée, avec cette idée de se dire toucher l'infrastructure, c'est aussi toucher la confiance. Alors parfois elle se reconstitue, parfois elle ne se reconstitue pas. Mais en tout cas, il y a au moins cette entrave temporaire, parfois définitive, qui va être celle de l'action de la justice. Merci Sophie. Je trouve que ce changement de point de vue, il est vraiment hyper intéressant et on voit bien l'adaptation nécessaire finalement par rapport aux pratiques des cybercriminels. Stephen, we were talking about the new ways on parle des nouvelles façons de disrupter les réseaux de cybercriminels. Parlez-nous un peu de votre perspective. Ce qui est vraiment important de travailler de manière plus collaborative qu'avant, d'entreprendre des partenariats. Les organisations privées, les fournisseurs de services jouent un grand rôle lorsqu'ils travaillent vraiment avec les services de l'État, les services de justice. On peut apprendre de nombreuses choses les uns des autres, avec des ONG, des organisations comme Shadowserver, qui offrent un soutien pour identifier des vulnérabilités dans nos accès Internet, protéger sa propre infrastructure, mais aussi pour soutenir les acteurs de la justice. Les organisations doivent travailler de manière collaborative. Similarly, within the child sexual abuse domain, an area which is les abus sur les enfants, par exemple, c'est un domaine particulièrement horrifique, et où l'importance de l'organisation et de toucher cette organisation criminelle. Donc nous devons savoir quelles sont leurs bonnes pratiques afin de nous empêcher d'exploiter des enfants, et plutôt d'attendre que le crime soit fait. C'est impératif de faire de la prévention, se protéger. Donc c'est impératif de travailler entre le secteur public et privé et les acteurs de la justice. Organized, I think, coincidentally, that was organized as a cooperation between the Child Rescue Coalition en France, entre la coalition des services aux enfants, afin de se battre contre les réseaux qui échangent de la pédopornographie, afin de vraiment venir déranger leur réseau.
Ce que nous pouvons faire dans cet écosystème, naturellement, nous devons avoir des fonds, nous devons faire des réunions où nous devons nous rencontrer physiquement pour partager nos expériences. Au cours des 7 dernières années, sur ce type d'action, ce type d'acte, et durant la pandémie, nous avons plutôt utilisé des sessions à distance, en visio, ça n'a pas vraiment le même impact physique qu'ont les réunions en présentiel. Et ça permet de construire un contact positif, la montée de la crédibilité entre les équipes. C'est possible de résoudre les différences culturelles que nous pouvons avoir au sein de l'Europe. Ça peut représenter un obstacle. Nous devons construire des ponts entre les équipes afin qu'ils puissent se comprendre sur un niveau professionnel, mais aussi à un niveau personnel. Comme je l'ai dit plus tôt, nous avons essayé un peu au travers du projet Cyclope, nous avons tenté donc des exercices de cas réels que les patriciens travaillent en groupe sur des scénarios réalistes, ce qui peut leur donner une opportunité de partager des expériences qu'ils ont pu avoir dans leur propre pays, les crimes qu'ils ont pu rencontrer et les solutions qu'ils ont pu développer au fur et à mesure du temps. Donc ça ne marche pas que dans le secteur du cyber. L'Ukraine, par exemple, est une très bonne illustration de cela. Ils sont en train de développer une très bonne capacité pour éliminer des drones, par exemple. Et ils sont capables de partager, de disséminer ces connaissances. Et dans notre secteur, nous sommes tout à fait capables de faire la même chose. Entre chaque pays, en fonction des positions géographiques, les attaques peuvent être similaires, mais tout de même être différentes. C'est une analogie que j'ai souvent utilisée au fur et à mesure de ce projet en Europe, particulièrement en Europe, un peu dans le monde, mais particulièrement en Europe. Nous ne sommes pas d'égal à égal par rapport à la taille de certains autres pays. Nous ne battons pas d'égal à égal en fonction par rapport aux moyens qu'ont les organisations, que peuvent avoir certaines organisations par rapport aux nôtres. Certains pays par exemple, peuvent utiliser des outils open source qui ne leur coûtent le moins possible, voire rien du tout. Donc l'Europe doit aider à faciliter la création de ces outils. Donc le projet Free Tool, outils libres. Donc des outils pour le projet ALIES, pour une organisation qui s'appelle The ACTA, ils ont développé des outils à travers de projets financés par l'Europe, l'Union européenne. La valeur de ces partenariats entre public et privé se voit vraiment dans l'efficacité avec laquelle nous pouvons d'avoir remis en avant l'importance des échanges et des cercles de confiance. Et je pense que on était tous là pendant ces derniers jours au FIC et ça permet justement de réactiver tous ces réseaux en personne qui sont toujours très appréciables. Aurélien, peut-être pour compléter avec justement des exemples de ce que vous voyez sur J3 ? Oui, pour compléter rapidement, évidemment, tout ce qu'a dit Sophie est plus que vrai et on s'inscrit au niveau national dans ce changement de perspective qui est clairement international. Simplement pour dire que c'est ce changement de perspective, donc de faire plutôt, pour simplifier, du top-down plutôt que du bottom-up et essayer de s'attaquer aux infrastructures, c'est essentiel vu la cybercriminalité, mais on sait aussi que c'est comme ça qu'on fait tomber la criminalité organisée. Ce n'est pas des méthodes qui sont étrangères totalement au monde judiciaire. C'est des méthodes qui en réalité ont été mises au point quand on a constaté que pour faire tomber la criminalité organisée, c'était comme ça qu'il fallait agir. C'est pas avec la personne qui vend le stupéfiant que vous faites tomber un trafic de stupéfiants, c'est en vous attaquant à la personne qui fait transiter les containers, etc., etc. Donc cette logique-là, elle n'est pas neuve au niveau judiciaire et c'est ça aussi, je pense, qui a permis
l'extraordinaire accélération des choses, parce que quand on regarde un peu sur la justice, c'est lent. Quand on parle d'évolution judiciaire, on parle d'un temps long. Et quand on voit les progrès accomplis au niveau strictement judiciaire en lutte contre la cybercriminalité, c'est assez époustouflant. Et on voit que c'est aussi parce qu'on s'est appuyé sur des choses qui ont déjà fait leurs preuves. Très rapidement sur les méthodes d'investigation, juste pour dire qu'en France, parce que c'est ce que disait Sophie très justement, la question c'est quand même le recueil de la preuve. Et le recueil de la preuve, il passe avec et ça a été dit aussi par Myriam, des techniques spéciales d'enquête, c'est-à-dire qu'on a un arsenal législatif qui nous permet d'aller récupérer de la donnée, c'est ça dont il s'agit, de façon diverse et variée, avec la personne, sans son avis, et on a un cadre judiciaire qui est quand même assez large en France pour nous permettre de récupérer énormément de données et monter des dossiers. Et puis terminer avec un exemple de ce qu'on peut faire sur quelque chose d'un peu bête. Alors, c'est un dossier médiatique qui est un peu, enfin, pas totalement cybercriminel, mais que je trouve intéressant dans la démarche. On trouve en prison des téléphones qui sont des tout petits téléphones et qui passent les portiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Il y a un choix, c'est on a trouvé un téléphone, monsieur, vous êtes condamné parce que vous n'avez pas avoir un téléphone en prison, merci, bonsoir, fin du dossier, un bâton en plus en statistique, tout cela est formidable. Qu'est-ce que va faire la section J3 ? C'est mais attendez, donnez-moi le téléphone, faites votre truc si vous voulez, mais donnez-moi le téléphone, on va analyser le téléphone, on va voir d'où il vient, on va voir qui le vend, et là on va remonter sur un réseau. Alors ce dossier, on l'a appelé Prison Break, il n'a pas nécessité de tatouage, rassurez-vous, mais il a permis le démantèlement de toute une filière d'approvisionnement de dispositifs qui sont créés et vendus exclusivement pour échapper aux forces de l'ordre. Et de fait, sur un des objectifs quand même de ces actions, à savoir la sécurité des surveillants pénitentiaires, par exemple, je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant d'avoir cassé la tête de l'hydre plutôt que de s'être attaqué à un de ses ongles. Donc c'est vraiment cette logique-là qu'on essaie de mettre en œuvre au sein au sein de ma section, mais en réalité, vous l'avez compris, dans toute l'Europe. Merci pour ces exemples bien concrets. Là, je pense qu'on voit vraiment de quoi on parle. Myriam, alors là, on parlait des nouvelles méthodes d'investigation. Les criminels, eux, ils les challengent aussi, finalement. Oui, alors effectivement, on l'a vu, c'est des nouvelles stratégies. On ne part pas de la plainte, mais des outils, et c'est tout à fait essentiel. Et les criminels, évidemment, sont à l'affût des innovations numériques et technologiques. C'est le cas en particulier du recours croissant à l'IA. Donc, deepfake, il y a eu récemment une affaire de fraude. C'est par le biais de deepfake, en fait, des comptes qui sont créés de toutes pièces et de l'usurpation d'identité. Et il y a aussi un autre outil qui intéresse bien les cybercriminels, c'est les cryptoactifs. Les cryptoactifs, c'est vrai que la France est assez innovante dans la réglementation concernant les cryptoactifs. Il y a eu la loi Pacte et récemment un règlement européen, le règlement MiCA, qui est applicable en France dès déjà 2025, pour mieux encadrer les prestataires qui se commercialisent et qui font du business autour des cryptoactifs. Mais les délinquants ont bien vu l'avantage. Ça permet de faire des transactions extrêmement rapides. Comme on l'a dit, la justice est beaucoup plus lente. Et souvent aussi, demande de rançon en cryptoactifs. Donc après, la justice et l'ensemble des acteurs se mobilisent. Je veux dire un mot de la GRASC, de l'autorité, de l'agence de recouvrement des avoirs, qui peut tout saisir, y compris les cryptoactifs. Et ça, quand on touche au porte-monnaie, c'est assez intéressant et ça donne lieu à un contentieux très important, notamment à la Chambre d'instruction. J'ai eu énormément d'affaires comme ça. C'est des personnes, justement, qui font appel de saisie de cryptoactifs. Donc, on a des outils qu'il faut. C'est vrai que la GRASC a vu ses activités vraiment prospérer et je pense que c'est extrêmement efficace, justement, de pouvoir saisir avant jugement, dès que les interpellations et les perquisitions se font et justement, les enquêteurs spécialisés prennent contact avec la GRASC pour il y a ouverture de wallet. Maintenant, c'est la Caisse et Dépôts qui gère ces aspects, je dirais, opérationnels, mais c'est vraiment des perspectives vraiment intéressantes et efficaces.
Clairement, merci Myriam d'avoir ouvert le sujet des crypto-monnaies. Aurélien, je sais que c'était justement, ça a été mentionné, une des affaires phares de J3. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Oui, alors sur la crypto, peut-être commencer en disant que on s'amuse souvent dans notre section en disant qu'on peut se saisir de tous les dossiers judiciaires de France parce qu'en fait, il y a forcément un aspect cyber. Il a un téléphone portable, bon, J3 est compétent, on va récupérer le dossier. Évidemment, on dit ça en s'amusant, mais la réalité, elle est là. C'est-à-dire que vous avez plus un seul dossier, un dossier de violence conjugale, vous allez fouiller le téléphone et voir s'il y a des messages et des appels téléphoniques malveillants. Le cyber est un vecteur pour toutes les infractions. Et pourquoi je dis ça ? Parce que il faut des enquêteurs spécialisés pour exploiter le contenu cyber tout le temps, partout. Et en fait, la crypto, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, la crypto, il y a s'attaquer à des ASTAT, c'est-à-dire des attaques à des systèmes de traitement, des piratages informatiques, si vous voulez, ce que fait ma section. Mais les cryptos, à l'heure actuelle, on sait que c'est utilisé énormément par tous les réseaux criminels, quels qu'ils soient, du trafic d'êtres humains au trafic de stupéfiants. Ils utilisent de la crypto parce que dans son essence même, c'est beaucoup plus agile et c'est blanchi. Donc évidemment qu'ils ne se sont pas privés de l'utiliser. Donc aujourd'hui, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu d'avoir une capacité technique d'investigation crypto dans tous les dossiers. Et donc c'est-à-dire d'avoir suffisamment d'enquêteurs formés pour le faire, et puis d'avoir les outils qui permettent de le faire. On en parlera après aussi, mais des outils qui sont souvent des outils privés, avec tout ce que ça implique, aussi en chaîne de la preuve. Parce que moi, quand je me lève pour demander à ce que quelqu'un aille en prison pour un certain nombre d'années, il vaut mieux que je sois sûr de mon coup. Donc en fait, dire c'est le logiciel qui m'a dit que c'était son wallet crypto, lui il dit en fait non, et je ne sais pas comment vous arrivez à ce résultat. Si je ne suis pas capable de donner le résultat, il ne va pas partir en prison. J'ai envie de dire c'est un peu normal. Donc il y a un gros enjeu là-dessus. Et puis pour parler nous des dossiers qu'on a, de ces biseautos qu'on a pu avoir à J3, c'est s'attaquer vraiment à des structures qui n'existent que pour blanchir de l'argent. C'est vraiment, on revient à cette logique de s'attaquer à l'infrastructure. Au lieu d'aller suivre le Bitcoin pour aller saisir sur un opérateur aux Seychelles qui nous répondra quand il aura envie, et on dit c'est passé par telle structure, boum, on casse cette structure-là, elle n'existe que pour blanchir des fonds. On le sait parce qu'il y a un taux d'exposition qui est colossal à des sommes issues de ransomware, par exemple. On le sait parce qu'il y a un service de mixing crypto et que le mixing crypto, maintenant, c'est dans la loi, ça sert à blanchir de l'argent, ça ne sert à rien d'autre. Et dans ces cas-là, on saisit la structure, on s'attaque à ses dirigeants et évidemment que ça fait mal puisqu'on coupe une route, si vous voulez. C'est comme couper une route commerciale du stup, hein. C'est exactement la même idée. Et l'analogie avec la drogue marche bien sur plein de dimensions finalement. Stephen, on that cryptocurrency things, do you have experience to share? Avez-vous l'expérience à partager sur les crypto-monnaies? Oui, je me disais que j'aurais dû écouter un peu plus en français à l'école, donc j'ai essayé de suivre quelques-uns des termes utilisés là. Et je m'excuse que si je répète ce qui a déjà été dit, mais clairement, les crypto-monnaies, les actifs crypto sont essentiels dans la criminalité actuelle. Et on peut les utiliser pour des fins légitimes, évidemment. Mais on le sait qu'ils sont largement utilisés par les criminels, les cybercriminels. Donc, de pouvoir identifier les flux d'argent et de saisir ces biens, ces crypto-biens, c'est très important. On a vu, il y a des collègues qui ont fait du travail formidable dans nos unités respectives. Et je pense que c'est un domaine où la législation doit être mieux alignée avec les changements observés dans le monde réel. Donc, on a déjà quelques exemples positifs où les textes législatifs ont évolué pour permettre aux autorités des forces de l'ordre d'avoir plus de moyens pour identifier et pour faire des saisies sur des crypto-actifs. Avec des approches très novatrices qui ont grand potentiel, y compris utiliser les cours civils, les procès civils. Par exemple, demander des gens avec des grands volumes de crypto, des biens en crypto, de nous expliquer d'où ils viennent, ces actifs, sinon on peut les saisir. Et cette approche a vraiment un grand potentiel, il me semble. On pourrait utiliser ces sommes, par exemple, pour payer de futures collaborations internationales en justice. Donc, il faut qu'on soit équipé des outils, des ressources
pour avancer ensemble et pour donner à nos forces de l'ordre les capacités qui leur manquent. Thank you, Steven. Sophie, peut-être, je sais que vous travaillez justement à Eurojust sur ce sujet-là aussi. Oui, alors je vais parler avec ma casquette cette fois-ci, présidente du groupe de travail sur la cybercriminalité à Eurojust. En fait, l'avantage de l'agence Eurojust, c'est que basé sur toutes les expériences opérationnelles, les dossiers qu'on traite, on arrive à dégager des grandes tendances et d'essayer d'en sortir des nécessités stratégiques. Et clairement, la crypto-monnaie, comme ça vous a été décrit, c'est l'un des chemins les plus compliqués à naviguer, mais en même temps le plus essentiel. Sur la base des dossiers, on arrive à identifier les échangeurs qui sont coopératifs, localisés dans des juridictions qui sont coopératives, ceux qui ne sont pas coopératifs. Et l'idée d'avoir une action stratégique, c'est d'utiliser la puissance de l'Union européenne et d'agences opérationnelles comme Eurojust et Europol pour aller signaler aux États dans lesquels se trouvent ces échangeurs qu'ils ont des échangeurs qui sont sur leur territoire. Ces échangeurs-là sont très souvent utilisés dans des dossiers de blanchiment criminel, etc. Et d'encourager ces États à adopter des législations qui sont des législations plutôt anti-blanchiment. Alors récemment, on a eu un exemple avec les Seychelles, ça a été mentionné. On a énormément d'échangeurs qui se sont basés aux Seychelles et aux îles Caïmans pour des raisons, vous imaginez bien, La météo, c'est la météo. C'est la météo, ça doit être la météo. Et donc Europol, je vais surtout donner la palme d'or de ce travail à Europol sur les Seychelles. Il y a un groupe de travail d'Europol qui s'est rapproché des Seychelles. Donc nous, on l'a fait en parallèle à Eurojust. Et l'idée, ça a été de les accompagner à créer des législations qui permettent d'avoir des luttes anti-blanchiment. Et donc les Seychelles, depuis très récemment, ont mis en place un système de licensing, de licence. Pour tous les échangeurs crypto, il y en a plus de 500 qui sont situés aux Seychelles. En demandant aux échangeurs systématiquement de déposer un dossier de candidature pour obtenir une licence et pouvoir rester légalement aux Seychelles. Donc dans le dossier de candidature, évidemment, ils doivent montrer patte blanche sur un certain nombre d'éléments, mais notamment donner des points de contact pour coopérer avec les autorités judiciaires et policières. Nous, on trouve ça très efficace et très bien. Bon, vous imaginez bien qu'il y a un certain nombre d'échangeurs qui ont quitté les Seychelles. Donc le travail continue, mais c'est uniquement pour vous dire qu'il y a une action stratégique qui est aussi menée en parallèle et qui, à mon avis, sur ces sujets-là, est absolument essentielle. Alors, la table ronde va bientôt toucher à la partie sur les questions et peut-être avant d'aborder les questions, donc commencer à y réfléchir. Peut-être un dernier mot de chacun sur peut-être la chose que vous voudriez changer ou le sujet qui vous semble le plus important pour les années qui viennent. Myriam, tu veux entamer ? Oui, donc effectivement, on se rend compte à travers les échanges que de plus en plus, la cybercriminalité est devenue une criminalité organisée et une criminalité financière. Donc ça suppose effectivement, on est un peu en formation continue, même si on est sur ces sujets depuis pas mal d'années. Et aussi, il y a cette notion, on n'a pas eu le temps d'en parler, enfin on peut en parler des heures, c'est la nécessaire coopération publique-privée aussi. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, des acteurs avec qui on doit échanger justement sur les modes opératoires et c'est tout à fait essentiel. Et c'est pas forcément, il y a une évolution de la justice en ce sens, mais c'est pas vraiment dans la culture initiale de l'institution judiciaire. Pour avoir travaillé au ministère de l'Intérieur, j'ai vu une certaine différence. Donc voilà le message que je voulais faire passer. Et effectivement, il faut échanger avec cet écosystème et c'est vrai que le forum en est un exemple tout à fait enrichissant. Stephen, the last words, if you had a magical Stephen, wand, quelques mots de toi. Si tu avais la baguette magique, qu'est-ce que tu changerais pour les années à venir? Many things. Beaucoup de choses. Okay, maybe we can make all the criminals disappear. Peut-être que tous les criminels pourraient disparaître comme ça. Il faudrait changer de boulot. Peut-être qu'on pourrait rembobiner un peu, rembobiner l'Internet. Non, il y a beaucoup de choses, que c'est difficile d'identifier une seule chose. Je pense taking a more proactive approach, une approche plus proactive
à la prévention de la criminalité. C'est quelque chose que c'est aussi une question sociétale parce que ces choses n'arrivent pas dans un vide. Voilà. Il y a des défis partout dans notre société, donc il faut qu'au niveau de base, pour éduquer les enfants et les populations vulnérables des défis du futur, qui soient équipés, qui soient plus résilients pour aborder cet avenir, mais aussi d'être plus créatifs pour créer un environnement plus sûr. Il y a un bon exemple en ce moment avec les discussions en ligne, les débats, malheureusement, personnellement, la décision de ne pas avoir de la cryption, le chiffrage de bout en bout, de mieux les policer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette décision. Mais je sais que je l'ai évoqué déjà fois, mais pour moi, collaboration, c'est le nerf de la guerre. La seule façon vraiment de répondre, il y a tellement de crimes qui ne sont pas seulement une question policière, une question judiciaire même. C'est une question d'éducation, de santé. Donc, nous devons travailler ensemble pour atteindre l'objectif qui est le mieux pour protéger notre population. Sophie ? Alors en plus de rejoindre évidemment Steven sur tout le côté prévention et éducation qui devrait urgemment se développer, je dirais que pour moi la clé de l'avenir c'est vraiment, et ça en est une illustration aujourd'hui même si la table justice est au 3e jour et dans l'après-midi, mais un vraiment... public qui est encore avec nous et qui tient le choc après 3 jours. Mais la nécessité qui est ô combien importante de développer le partenariat public-privé. Alors derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire ? La justice, en fait, c'est avant tout un service public. Donc on est là pour mener des enquêtes, pour arrêter des criminels au service de nos citoyens qui sont vous dans la salle globalement. Et vous dans la salle, c'est aussi des entreprises privées. Mais que ça va dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on travaille pour les entreprises privées, mais que pour pouvoir travailler efficacement, il faudrait qu'on puisse développer le partenariat. Et quand je dis le partenariat, c'est la possibilité pour les entreprises privées de nous faire remonter spontanément des informations. Parce que voilà, on disait des phénomènes criminels, c'est sur ce sur quoi on travaille. Les premiers témoins de ces phénomènes criminels, c'est avant tout les entreprises privées, avant d'être la justice. Nous, on est dans notre tour d'ivoire, et si personne, la société civile, ne nous fait pas remonter les nouvelles tendances criminelles, il nous sera impossible de faire de la veille avec les ressources humaines qui nous sont aujourd'hui allouées. Par contre, on pourra derrière décider ou pas d'ouvrir des enquêtes et d'enquêter et de servir le bien commun qui est le nôtre et qui est de rendre la justice sur ces dossiers. Voilà ce que je ferais avec une baguette magique. Alors je précise juste, pardon, et j'arrêterai là, que Europol également a développé tout un secteur qui permet aux entreprises privées de dénoncer des faits et Europol se charge ensuite de diffuser ces éléments aux différents États membres de l'Union européenne. Ils ont un stand qui est là, donc si vous voulez en savoir plus sur le mécanisme, je vous renverrai vers eux. Merci pour ce point bien concret. Aurélien, un dernier mot. Oui, peut-être commencer avec un peu d'optimisme, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je trouve qu'on a quand même, au niveau judiciaire, une vraie évolution extrêmement positive au niveau international sur ces dernières années, et du coup, peut-être continuer ce qu'on fait, parce que je pense qu'on peut quand même tirer, on a des résultats, et on peut aussi en tirer une certaine fierté. J'ai pas l'impression qu'on soit trop dans notre tour d'ivoire et qu'on est de mieux en mieux impliqués, notamment en étant là aujourd'hui. Surtout ce qu'a pu être dit avec le partenariat public-privé, je suis tout à fait d'accord, et notamment les victimes et le fait d'avoir une vraie culture de la judiciarisation, c'est-à-dire de ne pas avoir peur d'aller voir la justice, mais pas seulement peur, c'est-à-dire d'avoir l'habitude de le faire, de comprendre que ce n'est pas une difficulté, que ça ne va pas mettre en péril le secret des affaires, la conduite des affaires, et qu'en fait c'est juste un plus, parce que ça permet juste peut-être d'interpeller des gens, d'avoir des dommages et intérêts dans un certain temps, c'est forcément du positif. Et travailler sur cette culture-là. Évidemment, moi, si j'avais une baguette magique, je demanderais plus de moyens. Voilà, vos impôts sont bien utilisés, continuez à en payer et à les payer tous, ne partez pas aux Seychelles. Le temps lillois est merveilleux. Et on a évidemment toujours besoin de moyens. J'ai évoqué l'évolution de ma section de 2 à 6 en quelques années. Au niveau des enquêteurs, j'en ai fait état et je le redis, il faut
non seulement plus d'enquêteurs, mais surtout des enquêteurs formés. Et une formation, c'est cher parce que c'est un certain nombre d'années où on fait autre chose pour comprendre. Et vous êtes tous dans le domaine, vous savez qu'en 6 mois, on a déjà perdu quasiment tout ce qu'il fallait savoir. Et donc, il est primordial de développer cette formation, d'avoir des gens spécialisés. Et ça passe nécessairement, à un moment donné, par des espèces sonnantes et trébuchantes. Merci à tous pour ce dernier mot. Et pour ma part, moi qui suis dans le secteur depuis plus de 20 ans, je peux aussi vraiment vous tirer mon chapeau, ainsi qu'à tous les acteurs de la police et de la justice, parce qu'on l'a vraiment vu, la transformation. Il y a 20 ans, quand on traitait des incidents cyber, le dépôt de plainte n'existait même pas, rien n'était possible. Et là, aujourd'hui, on voit vraiment le basculement vers les actions sur les réseaux de cybercriminels par le haut. Et je trouve que ça, c'est vraiment un basculement qui montre une recherche et une démonstration de l'efficacité. Donc voilà, à titre personnel, bravo. À ceux qui ne sont pas dans la salle aussi. Voilà. Et ben c'est l'heure des questions. Il nous reste encore 5 minutes pour traiter quelques questions. Alors, est-ce que quelqu'un souhaite interroger nos participants ? Oui, une première question à droite. Déjà, dans un premier temps, merci pour votre intervention. Ma question concerne du coup la politique no-log que peuvent avoir certaines entreprises typiquement basées au Danemark. Est-ce que c'est une entrave à la justice en termes de cybercriminalité? Stephen, for you, just a question about the no-log policy in Denmark. Is it a problem for the criminal investigation? If you want to reply or not. But, Je vais commenter et c'est un des volets stratégiques sur lequel on travaille à Eurojust. Le no-log, c'est un désastre pour les enquêtes. On n'a pas de législation harmonisée au sein de l'Union européenne, donc il y a certains pays qui ont des législations qui contraignent à retenir les données, notamment les données de connexion, donc les logs, pendant 1 an, voire 2 ans, c'est le cas de la France. Et on a d'autres pays qui n'ont aucune législation et donc laissent aux entreprises privées le soin de décider de la protection des données. Et donc ces entreprises-là, évidemment, suppriment le plus rapidement possible. Donc c'est absolument désastreux pour les enquêtes. Il est en cours actuellement un projet de loi européenne pour essayer d'harmoniser et donc de faciliter les enquêtes sur le long cours. Une autre question ? Bonjour, merci beaucoup déjà pour cette table ronde. J'avais une question pour Monsieur Brouillet. Vous avez dit que finalement le cyber fait désormais partie de à peu près toutes les enquêtes et que ça ressort un peu de ce que vous avez tous évoqué au cours de cette table ronde, que la criminalité, la cybercriminalité est de plus en plus et même très souvent une criminalité organisée. Et donc ma question porte sur le fait de savoir si cela crée des difficultés dans la répartition des dossiers au sein des différentes sections spécialisées. Donc je pense notamment au PNACO, avec le GIRS, enfin, voilà. Donc c'est un peu ma question. Ouais, je pense qu'il y a une distinction fondamentale à faire pour... c'est extrêmement juste comme remarque et ça conduit à des débats, de nombreux débats. La première distinction fondamentale à faire, c'est est-ce que le cyber est un vecteur d'une criminalité ou d'une délinquance, ou est-ce que le cyber est la délinquance? Déjà, première scission, je m'explique. Est-ce que j'utilise mon téléphone pour harceler ma femme? Bon, bah, c'est des violences conjugales, c'est routé, même si j'ai utilisé un téléphone. Ou est-ce que j'ai utilisé mon téléphone pour aller sur Bridge Forum télécharger des bases de données volées? Voilà. Là, déjà, on a une scission qui est un peu claire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'évolution aujourd'hui de la criminalité organisée. La cybercriminalité, c'est-à-dire vraiment la criminalité qui commet des attaques informatiques, des atteintes au système de traitement automatisé des données, la cybercriminalité n'est pas forcément organisée. Je suis un employé dans une boîte sensible, je suis licencié, en partant, je prends mon petit disque dur de 1TO, je pars avec toutes les données et je les revends au plus offrant. On est dans de la cybercriminalité, il n'y a pas de débat, mais est-ce que c'est organisé? Pas nécessairement. Et ensuite, on a la cybercriminalité organisée qui est en expansion, en explosion. Alors,
qui a toujours été là, qui aussi été peu traité avant. Donc forcément, il y a un double effet qui fait que maintenant, on a l'impression que ça augmente terriblement, mais c'est peut-être aussi parce qu'on s'intéresse au fait que ça existe. Et là, c'est très intéressant parce que la cybercriminalité organisée est à l'image de la criminalité organisée et dans ses évolutions, et peut-être même en avance sur ce qu'on va appeler l'ubérisation de la criminalité organisée et ce que disait Sophie, le crime as a service. En cybercriminalité organisée, on remarque très nettement une spécialisation des acteurs. Le pentester qui va aller tester la vulnérabilité, il va la vendre à quelqu'un qui va se mettre sur le système, qui va vendre son accès à quelqu'un qui va faire juste du social engineering en négociant la rançon, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, la question, c'est quel acteur pour quel type quelle typologie de criminalité que j'ai donnée. Et à l'heure actuelle, donc moi par exemple, la section a été créée pour la cybercriminalité organisée. Donc tout ce qui est crime as a service, etc., ça va être centralisé à J3. Après, une campagne de phishing où c'est juste un site, mais qu'après est utilisé par des escrocs classiques, c'est un vecteur cyber, ça ne va pas forcément être ma section. Ça ne peut même pas être ma section. Donc en fait, ce débat-là, on l'a quand même à chaque dossier parce qu'évidemment, je vous ai pris des exemples caricaturaux et que la beauté du droit, c'est qu'on a toujours le contre-exemple, ah mais c'est un peu entre les deux, mais t'es sûr, mais voilà. Et évidemment avec l'impératif qui est de ne pas avoir de trou dans la raquette, donc d'être sûr de traiter tous les phénomènes. Mais voilà un peu sur les différentes typologies et comment nous, judiciairement, on peut agir et comment on s'est mis en ordre de bataille ces dernières années pour agir efficacement sur toute cette typologie d'acteurs. Merci pour ces réponses. Et puis, ça va être l'heure de conclure. On va rester là quelques minutes aussi si vous avez des dernières questions que vous n'avez pas pu les poser. Et donc, je vous remercie à tous pour votre participation. Je vous propose d'applaudir aussi nos participants qui l'ont bien mérité. Et je vous souhaite une bonne fin de FIC, même si effectivement la fin est proche. À bientôt.